Ce trader privé est payé pour gérer l'argent des millionnaires. J'ai l'impression que plus je faisais n'importe quoi, plus je faisais plus de pertes. Makram, c'est l'histoire d'un mec parti de zéro. Je savais même pas ce que c'était par exemple le S&P 500. Mais une obsession en tête, devenir le trader incontournable, celui à qui les plus fortunés confient leur argent les yeux fermés. Je suis monté à plus 400, plus 500%. Aujourd'hui, j'ai clôturé ma position et j'ai gagné. Il a créé une stratégie unique, calibrée seconde près. On trade les futurs, on fait du scalping, donc on cherche des micro-variations. Le volume qui commence à s'écarter, et là on se dit ok, le prochain retracement, et il est plus de 10 points, il va être de 40 points. Capable de réduire l'erreur à quasi zéro. Quel que soit on a tort ou raison sur la tendance après, nous on rentre, on sort avant que le marché se retourne. Si tu veux une stratégie rentable et personnalisable, écoute bien jusqu'à la dernière seconde. Bonjour Makram. Bonjour Seb. Comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Bon, t'es mon invité aujourd'hui, ça Oui, y est. c'est vrai, hein, ça va souvent aujourd'hui. Ça fait plaisir en tout cas, ça fait plaisir. Donc vous pourrez découvrir la stratégie un peu à Makram. On va plus parler un peu de tes débuts en trading, stratégie, un peu ton cursus professionnel. Okay. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Makram Duby, je suis trader sur les indices américains, alors spécialisé en propres firmes. Donc voilà, je trade les propres firmes. Je fais de la spéculation, donc du scalping au carnet d'ordre, et je suis spécialisé sur le Nasdaq. Donc c'est les 100 sociétés tech US. Et donc quand tu as démarré, dans ton histoire, tu connaissais rien à la finance, c'est ça, on est d'accord? Rien du tout. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à passer à l'action dans le trading? Alors, ce qui est bien avec toi, Seb, c'est qu'on va parler honnêtement. Et ce que j'adore chez toi, ma motivation, c'était vraiment, dans un premier temps, c'est l'argent. Donc voilà, c'est comme un peu tout le monde, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Alors, pas la facilité d'avoir de l'argent, bien évidemment, quelque chose de très facile et gagner de l'argent, mais où j'augmente des probabilités d'avoir vraiment un très gros revenu. Donc un travail, ok, c'est top, c'est ce que je faisais, et donc ça c'est la base. Mais voilà, j'ai essayé un peu de voir le marketing, etc. Et j'ai eu beaucoup de conseils vus de personnes qui ont beaucoup d'expérience de vie, des entrepreneurs que j'ai croisés avec le temps. Et on m'a conseillé peut-être de se pencher sur le trading, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris conseil, puis j'ai attaqué directement. Donc je suis arrivé dans la finance d'une façon générale, sans une expérience, sans connaissance. Je savais même pas ce que c'était, par exemple, le S&P 500. Ah, c'est ça, ouais. Et maintenant, en plus, c'est devenu une passion. Voilà. Parce que je t'ai découvert ce matin. Voilà, on sent que tu es vraiment impliqué dans... Ça fait 5 ans, c'est du matin au soir. J'ai rien fait depuis, à part trading, finance. Et qu'est-ce qui a changé, justement, dans le côté, je trade d'abord pour l'argent, tu as l'honnêteté de le dire, et ça, je te dis bravo. Merci. Au côté, après, passion, tu vois, où au final, maintenant, c'est plus forcément les chiffres qui te font vibrer, mais c'est les marchés, c'est les volumes, c'est tout ce que tu... En fait, c'est plus la maturité qu'on prend quand on commence à trader. C'est au début, en tout cas pour ma part, c'était au début de venir pour l'argent, mais on se rend compte que c'est pas facile. Et à force d'avancer, pour vraiment plus avancer, on va, avec le temps, plus oublier le côté argent et se focaliser sur la technique. Parce que plus la technique est bonne, plus après les résultats vont arriver. Donc c'est ça le plus gros changement. Et donc, qu'est-ce qui t'a surpris un peu dans le trading, dans les débuts? Beaucoup d'informations. Ouais. J'étais inondé d'informations dans ma tête. Il y avait beaucoup de stratégies, beaucoup de façons de faire. Voilà, je me suis dit, mais waouh, alors pour apprendre tout ça, il me faut une vie, 2-3 vies. Je fais que ça H24. Puis après, j'ai compris que le trading, avant tout, c'est un caractère de trading. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais trouver quelque chose qui me ressemble, quelque chose que quand je trade, j'essaie au minimum d'engager les émotions et me focus plus sur le côté technique. Et à force, tout doucement, j'ai pu développer une stratégie. Alors, j'ai pas inventé le carnet d'ordre, j'ai rien inventé, mais en tout cas, j'ai pu développer une stratégie qui me permet aujourd'hui de trader d'une façon où je suis à l'aise face au marché. Et donc, en 2021, c'est ça? Tu étais en plein bull market. C'est ça. Mais tu n'as pas encaissé, c'est ça? C'est ça. Alors là, c'était plus... Tu peux nous expliquer la raison un peu? En même temps, en faisant donc, du scalping sur le marché futur, il y avait les bull market côté crypto. Et là, je me suis dit, allez, je vais mettre un petit capital, on ne sait jamais, etc. Et ça a fonctionné très bien. Donc les marchés s'étaient explosés. Au début, puisqu'on met son propre argent, on avait cette peur. Mais en fait, la peur, dès qu'on voit une perf extraordinaire,
on se prend un peu pas pour le marché, mais, on se prend en tout cas pour ma part, j'ai pris de la confiance. Et là, je me suis dit, voilà. Et donc, j'ai commencé à faire un peu n'importe quoi, mais j'ai l'impression que plus je faisais n'importe quoi, plus je faisais plus de perfs. Ah ouais. Donc, les ratios, ils étaient très négatifs. Il y a des trades où il n'y avait pas de stop. Alors, c'était plus de la crypto, donc il n'y avait pas d'effet de levier, c'est ça l'avantage. Mais voilà. Et donc, je suis monté à plus 400, plus 500% sur mon capital, où j'avais mis une somme, je crois, au début, j'avais mis 3000 et après, j'ai rajouté 5000. Donc, c'était comme une somme, alors petite, mais en même temps, ça reste quand même une 300% somme. Déjà. Ouais. Et franchement, c'était top. Donc, j'ai pu encaisser, mais peut-être même pas 10% de ce que tu avais fait. De ce que j'avais fait, parce que voilà, c'était vraiment dans ma tête, non. Et c'était dans ce mood où je tradais avec plusieurs personnes. Et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas un pour dire à l'autre, attends, peut-être on est peut-être allé trop loin. Non, c'était le million, on va aller chercher le million, c'est maintenant, c'est historique. Les banques centrales impriment de l'argent, c'est de jamais vu. Le Bitcoin, il passe de 12 000 à 20 000, 22 000, 30 000, 40 000. Et voilà. Et donc, on a commencé bien sur des cryptos comme le ETH, Bitcoin. Et après, on part un petit peu sur des stablecoins qui restent, ça va. Après, on part un peu sur du shitcoin. Et là, dès qu'on passe ce cap, on peut pas miser toute sa vie sur des shitcoins. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc quand tu dis ça dans ta stratégie, est-ce que tu penses qu'il y avait un problème de discipline aussi un peu ou pas ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Au début, c'était... En fait, c'était tellement facile, faut dire ce qu'il y a. C'était le premier trade, je prends une position, je me lève le lendemain, je fais à plus de x2. Là, je me dis, OK. Et après, on part x2, x3, x4. Et il n'y avait pas cette petite frayeur où ma position, elle allait un peu dans le rouge, ou ce stress, où je suis en drawdown et puis j'ai pas mis de stop. Non, il y avait... Et c'est ça qui est vraiment poussé. Donc, ça m'a un peu aidé, en fait, c'est le FOMO. C'est quand on dit le marché, il est en FOMO, vraiment, c'est la réalité. Et pour moi, en tout cas, que je l'ai vécu, ça m'a appris beaucoup de choses. D'ailleurs, ça m'a aidé aussi pour le peu que j'ai encaissé. Et là, je me suis dit, OK, je reviens à la réalité. J'ai fait n'importe quoi. Oui, ça y est. Mais j'ai quand même gagné un peu d'argent. Et cet argent, alors au lieu de le dépenser ou partir en vacances, heureusement, j'ai eu pas l'intelligence, mais cette logique de dire, je veux faire du trading, j'ai de quoi vivre pendant quelques temps. Maintenant, je vais faire du carnet d'ordre, donc des contrats futurs, du matin au soir. Et c'est ça ce que je veux faire. Et après, ça m'a permis un peu d'être à l'aise. J'ai de quoi vivre, payer mes factures, mon loyer, etc. pour pouvoir m'entraîner au trading. Parce que ça prend du temps. Ouais, c'est ça, le temps, c'est de l'argent. Et par rapport à tes ratios, un peu ce que je vois, c'est tu avais des stops qui étaient très larges, c'est ça ? C'est ça. À l'époque. Et c'est quoi ? C'est volontaire ? C'est quoi pour toi une erreur ? Non, alors volontaire parce que on part de ce principe où tout le monde te dit tu sais, la crypto c'est volatile, on cherche la liquidité, etc. Ça sert à rien de mettre un stop parce qu'on vient te chercher puis après ça part. Oui, c'est vrai. Il y a des fois, ça vient chercher le stop et ça part. Mais des fois... la seule fois où il cherche les stops mais il part pas de l'autre côté et quand je viens descendre, là, tout ce qu'on a évité de perdre, on manque à gagner, c'est ça, on le perd en perte sèche directement sur le compte. Et c'est là où il faut faire la part des choses. Donc voilà, c'est là que tu t'es remis un petit peu en question. Quoi. Et du coup, tu penses que le fait que tu prenais un peu des trades avec des ratios un peu négatifs, c'est ça ce que tu disais, tu pensais que sur le long terme, peut-être ça allait... ça allait fonctionner, c'est ça. Il faut laisser de la marge parce que sur la crypto, on peut faire moins 40% en un week-end. Donc, ça ne sert à rien qu'il fallait mettre un stop à moins 1%, moins 2%. Non. Et voilà. C'était bien quand j'étais dedans, mais le jour où ça a retracé... Voilà, et donc, tu penses que là, cette FOMO, elle a un peu influencé tes alors, ça m'a beaucoup changé. La crypto, depuis... Alors, la crypto, j'ai des séquelles depuis, j'ai plus touché. Ah ouais, carrément, des séquelles, Voilà, c'est vraiment... La crypto, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. En fin de compte, c'est... Même en long terme, Non, pas d'investissement, rien. Rien du tout. Là, je commence à penser un peu avec les ETF de BlackRock, etc. Donc, je me dis, OK, ça devient... Même si ça reste quand même volatile. Mais sinon, non, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Ouais, maintenant... tu penses que tu n'y retoucheras plus ? Avec le temps, peut-être. Ouais, avec le temps. Mais là, en tout cas, là, vraiment pour l'instant, non, c'est pas dans mes projets. Et du coup, ça a changé. Hein. Du coup, tu as un peu ta façon, les émotions en trading, ça t'a fait travailler un peu c'est ça. C'est là où je me suis dit, je me suis dit, on est tous humains. Et donc,
Alors, je sais qu'il y a un débat entre le côté technique et la psychologie. Certaines donnent des pourcentages. Alors, on se base sur quoi? Quelles études? Je ne sais pas, mais en tout cas, on donne des pourcentages. 75%, 80%, la psychologie. Il y en a qui disent 80%, c'est la technique. Moi, j'essaie de me dire, OK, encore une fois, d'une manière très ouverte, c'est les deux. Mais en tout cas, personnellement, ce que je trouve le plus facile, c'est de travailler sa technique. C'est beaucoup plus facile, entre parenthèses, que de travailler sa psychologie. Travailler sa technique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais backtester ma stratégie, je vais prendre des datas, tout est calculé, j'ai des chiffres, je me dis, OK, quand je rentre là, quand je fais ça, quand je traite des news, il faut faire X stratégie, etc. Travailler sa psychologie, pour l'instant, en tout cas pour ma part, je ne sais pas comment la travailler. Est-ce qu'il faut aller voir un psy, parler avec quelqu'un? Est-ce que ça aide vraiment? Est-ce que, voilà, il n'y a pas ce feeling, je ne vois pas l'avancement. Mais je pense que la psychologie, elle vient en même temps aussi avec la maturité. Et surtout, quand on commence à gagner en trading, on prend cette part de responsabilité de dire, OK, là, c'est simple. J'ai pas fait n'importe quoi, j'ai encaissé. Donc, je sais ce que j'ai à faire maintenant. C'est de ne pas faire n'importe quoi. Et donc, c'est quoi quand tu rebondis en 2021, c'est quoi ta plus grande victoire dans ton trading, dans tes résultats, objectifs? Alors, ça m'a remis à ma place, déjà, premièrement. Ça m'a remis un peu... Je me suis un peu retiré de tout le monde. Je me suis éloigné de tout le monde et je me suis dit, allez, je suis resté vraiment tout seul. Et là, je me suis dit, je dois faire... Alors, j'ai de quoi vivre pendant X temps. Je dois faire les choses bien. Comme ça, le jour où ça marche pas, si je me regarde dans le miroir, je me dis, OK, j'ai fait ce que j'ai pu faire. J'ai fait mon maximum, mais c'est pas fait pour moi. Et c'est à partir de là où les choses ont commencé un peu à changer. Il y a des résultats qui commencent à arriver, mais c'était trop léger. Quand je faisais des gros gains, par exemple, sur les futurs, je revenais le lendemain, j'avais peur de perdre ce que je faisais parce que voilà, il y a encore la technique. Je suis pas encore, entre parenthèses, stable techniquement parlant. Mais à force, j'ai commencé à attaquer les profirmes, ce qui m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, ce que je disais au début, c'est vraiment spécialisé sur les profirmes, en tout cas sur le côté scalping. Et là, quand on commence à faire des payouts... t'as commencé à valider des profirmes, t'as commencé à faire des payouts. Et là, tu t'es dit, ça y est, alors, j'ai trouvé un peu mon rythme, j'ai trouvé un peu ce que je peux peut-être rajouter, où j'ai eu de la chance, c'est quand on a commencé à l'époque, les profirmes, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelques profirmes. Alors, c'est pas de la critique, mais au contraire, c'est bien. C'est après 5 jours de PNL vert, on peut retirer. Après 10 jours, on peut retirer, etc. On peut retirer 2 fois, 3 fois par mois. Nous, c'était 3 mois. Parce qu'ils partaient du principe où donc 90% des gens perdent 90% de leur capital en 90 jours. Et donc, pour qu'on puisse être éligible au cash-out, il fallait dépasser cette période. On avait des règles très compliquées. Alors, on pouvait faire des cash-out à $1000 minimum, je crois, et c'était 2000 pour les comptes 50K, à peu près 2250, non, 2000 maximum. Pendant les 3 mois, mais on ne pouvait pas retirer toute la somme. Et quand on commence à trader correctement et puis on commence à voir que cette somme, elle commence à grandir, c'est ça. Même si on a la petite voix de dire, allez, je suis pas loin, encore un trade, etc. C'est bruit ou dire, allez, non, là j'ai perdu, c'est dommage, j'ai perdu par exemple 20% de mes gains d'hier, allez, encore un trade. Tout ça, ça part parce que quand on voit la somme, on risque beaucoup. Par rapport à ça, c'est-à-dire peut-être c'est quelque chose que je vais le faire là et je vais le recréer pendant X temps, et donc c'est là où on reste vraiment plus focus. Et quand on arrive à la période de 3 mois, ce qui aide, c'est que voilà, on a tradé correctement, on monte doucement, et là on a quelque chose à cash out qui fait des belles sommes, en tout cas personnellement. Et pour toi, donc profirme et crypto, tu dis que c'est un peu différent? C'est très différent. Et pourquoi tu as... C'est très différent. En tout cas, alors pour ma part, pour l'instant, j'essaye de faire de la même manière comme je scalpe le Nasdaq sur le Bitcoin, j'arrive pas parce que sur le Bitcoin futur, le carnet il est vide. Sinon, quand on part sur en fait, c'est pas centralisé. C'est ça le problème. Donc, puisqu'on l'a dit ce matin sur la stratégie, je trade les volumes. Donc, je peux pas me baser sur le volume d'exchange de Binance et pas de Coinbase ou de X exchange. Et donc, ça reste quand même beaucoup plus compliqué pour déterminer les bonnes zones que sur les marchés futurs. Le Nasdaq, voilà, c'est les mêmes zones. Si tout le monde est concentré sur ce même marché, sur ce même carnet, et c'est ça qui est beaucoup plus simple en tout cas. Ouais, c'est plus simple pour toi, et donc du coup, pour l'instant, voilà, crypto,
Les cryptos, ouais. Pour l'instant, je mets de côté, mais je reviendrai. Mais tu y penses quand même. Je reviendrai pas pour la revanche. Donc je dis, allez, je dois me refaire parce que c'est là où c'est le pire. Mais je reviendrai tout doucement. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu dans ta vision la différence entre Profirm, fonds propres? Qu'est-ce qui aujourd'hui pour toi différencie les deux? Et pourquoi toi aujourd'hui tu as choisi vraiment de rester en Profirm et non pas en fonds propres? Ça, c'est une très très bonne question. Alors, si on fait de la spéculation, donc on scalpe, on est vraiment avec l'effet de levier qui fait de levier futur. Faire ça sur un compte propre, c'est beaucoup trop risqué. Donc moi, je préfère le faire sur des Profirm, le faire bien. Je dis pas parce que c'est des Profirm que je vois la taille, etc. Mais le truc, c'est que les Profirm, je la prends comme un... Alors ça va peut-être plaire à des personnes et des personnes disent non, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, moi, le Profirm, je le prends comme une dépense. C'est-à-dire, par exemple, je paye X somme pour pouvoir passer une éval, X somme pour les fees. Et donc, quand je fais un cash-out et ce que j'ai reçu couvre ce que j'ai dépensé pour être en PA, pour moi, je suis rentable. Donc, par exemple, si je dépense $200 pour passer éval, PA, et j'encaisse $1000, pour moi, j'ai fait un gain de $800. Okay, donc, c'est beaucoup plus facile. Et quand ça viendra, et puis avec, bien sûr, un money management, donc il y a des journées où, le compte, et en tout cas, j'ai perdu des comptes PA, et je pense j'en perdrai encore, ça c'est sûr, mais d'une manière, où ça descend sur plusieurs jours, sur une très grosse période. Mais en tout cas, quand je perds, je fais le calcul, je dis, OK, j'ai dépensé $200, j'ai fait $2000 sur ce PA, je suis rentable sur ce PA. Et après, je fais mes calculs, et puis je vois mes dépenses par rapport à ce que j'ai encaissé pour voir la balance. Ouais. Et trader alors sans compte propre, on doit split sans risque. C'est-à-dire, on prend 5% de la totalité de son capital pour faire de la spéculation. Alors, quand on a 500 000, 1 million à mettre, ça va, ça fait une très belle somme. Ouais, c'est sûr. Mais quand on a 5 000 ou 10 000 à mettre, on met 5% pour faire de la spéculation. On n'ira pas très loin. Et le reste, en fait, ça se divise sur des secteurs. Et en fait, c'est une gestion de portefeuille où on essaie de suivre le flux du marché où il y a le plus de rentabilité. Par exemple, là, pour l'instant, les indices, les marchés à risque, c'est eux qui ramènent le plus de rentabilité. On part sur les indices. Après, si on augmente les taux stagnent, et là, on repasse un peu sur le marché obligataire. Par exemple, sur le Dow Jones, si l'industrie avec Trump, etc., il va pousser les États-Unis à ne plus importer de la Chine, etc., on partira. En fait, on fait un suivi de tendance, mais sur tous les produits dérivés. On se couvre derrière. Et qui dit se couvrir, on est content. Quand la position part contre nous, on est flat. Mais quand on gagne, on s'est quand même payé pour se couvrir. Donc, ça réduit vraiment la marge des gains. Alors, c'est un avantage et un inconvénient en même temps. C'est ça. Mais c'est ce qui nous fera durer sur du long terme. En tout cas, sur la gestion de portefeuille. Et là, donc, tu m'as dit ce matin que tu passais, ça y est, du Profirm à la gestion de fonds, carrément. Pourquoi ce choix un peu? C'est un des objectifs que j'avais fixé. Ok. Je me suis dit, allez, il faut passer par là. Ce bon stress, cette bonne pression, cette responsabilité, en tout cas, m'a fait et me fait encore grandir et surtout me fait apprendre beaucoup de choses. Parce que quand on a un client qui nous pose une question, alors moi je suis quelqu'un où je dis, quand je sais pas, mais je reviens vers toi. Mais en tout cas, on essaye toujours d'aller chercher les réponses et c'est ça qui me permet d'apprendre et avancer. Et donc, sur la gestion de portefeuille, c'est pas de la spéculation. C'est plus, donc la spéculation, elle reste toujours sur les Profirm. Et sur la gestion de portefeuille, c'est plutôt des positions sur du moyen long terme. Ce qui est pour l'instant, pareil, encore dans la transparence, où j'ai du mal à estimer vraiment une variation sur une, deux, peut-être une journée, ça peut passer, mais si on me dit demain, le gold ou X indice, dans 2 semaines, il sera à quel prix, là, je serais peut-être pas trop capable d'anticiper le mouvement. C'est un peu pas le défaut du scalping, mais quand on fait du scalping, alors je dis pas on s'en fout, on arrive, non, on fait quand même nos analyses, mais on a des zones de volume, plus haut on achète pour aller chercher la contrepartie à 10, 15, 20 points, tout dépend de l'indice, et plus bas on fait la même chose. Donc on rentre avec 2 scénarios. Mais quand on est directionnel sur du moyen long terme, on est sur un seul, on est soit haussier, soit baissier. Et c'est ça qui reste un petit peu compliqué. Ouais, pour l'instant, c'est un peu... Pour toi, c'est un peu... c'est le début. C'est le début, après, on a commencé en décembre, donc c'est encore tout... c'est ça, on est encore dans le vert, donc ça, c'est top. Donc on n'a jamais touché le drawdown. On monte tout doucement.
Le mois de janvier, il était, alors au début, un tout petit peu compliqué, mais le temps qu'on s'est rendu compte du range, l'accumulation sur les phases des indices US, et ben, on a fait des belles perfs en faisant classique, on achète le bas, on vend plus haut. Donc non, pour l'instant, c'est bien. C'est top, on avance tout doucement, ouais, t'es content, pas la pression. Voilà. Tu vas tranquillement. Voilà. Et puis, de toute façon, même les clients... oui, ils ont besoin de créer la confiance. Voilà, aussi, et quand on a des petites perfs, bah, ils sont contents. C'est peut-être un peu le contraire de ce qu'on pense, c'est de dire tiens, je vais gérer l'argent d'un client et puis je vais lui faire... Alors si on lui fait 10 ou 20 ou 30% de bénéfices sur la totalité du capital en une journée, je pense que le lendemain, il va retirer son argent. Bah oui, ce qui va lui faire peur. Il s'est passé quelque chose, hein, c'est trop volatile, c'est pas bon. C'est que soit le risque il était énorme, soit voilà, c'était all-in, etc. Donc on essaie vraiment de monter tout doucement. Et c'est ceux qui mettent leur fonds sous gestion, c'est ces types de clients où c'est ce qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas vraiment les grosses perfs, non, ils cherchent vraiment quelque chose. Ils veulent travailler leur argent gentiment. C'est ça. Gentiment, dès que ça ramène, ça se rapproche à des ETF. Alors si ça les dépasse un petit peu, c'est top. C'est l'objectif. En fait, l'objectif, c'est de combattre le marché. Et c'est ça le plus compliqué. C'est d'essayer de faire... Alors, là, il y a des études, il y a des stats où sur 55 ans, 99 ans, on ne peut pas dépasser le marché. C'est lent. En tout cas, personnellement, je ne serai plus là dans 99 ans. Mais ce qu'on essaie de faire, voilà, dès qu'il y a un fonds où il commence à attirer un peu l'œil, c'est un fonds qui surperforme, par exemple, le S&P 500 de quelques petits pourcentages sur les 5 dernières années. Et là, on se dit, OK, là, il y a quelque chose à chercher. Parce que sinon... on met son argent sur un ETF, il fait les 8%. Alors, en moyenne, parce que voilà, parfois on est à moins 20, etc. Mais si on lisse vraiment sur plusieurs années, on est à 8,75. Donc voilà, ça sert à rien de payer des frais, etc. pour ça. Et c'est des personnes vraiment que, quand tu gères les fonds comme ça, qui s'y connaissent un peu ou pas du tout? Sûr. Ouais, si, tu as quand même affaire à des personnes la plupart. Ils n'investissent pas. Non, et en plus, sans rien connaître. C'est des gens qui ont l'habitude et ils se diversifient pareil. C'est-à-dire, si la personne elle a 1 million, elle ne viendra pas me voir, elle me dit tiens, je vais te passer 1 million. Non, il viendra te voir Seb, il dit tiens, je te passe 100, je vais voir Makram, je vais pas 100, je vais voir X, je vais pas 100. Et en fait, il diversifie son portefeuille pour se hedger au cas où il y en a un qui fait n'importe quoi, etc. Mais je trouve, voilà, rien que la manière de comment ils agissent pour donner leur argent sous gestion, je vois que les personnes, ils savent. Oui, voilà, ils ont déjà un pied dedans, c'est pas des inconnus. Voilà. Aujourd'hui, ça, tu trades principalement donc, les contrats futurs. Voilà. Pourquoi ce choix, un peu, de rester sur les indices et pas... Alors, c'était ce que j'ai commencé. Quand je suis arrivé, c'était le carnet d'ordre des contrats futurs. Ouais, ton apprentissage, il s'est fait comme ça. Mon apprentissage, c'était sur ça. Donc, alors, c'est bien, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais par exemple, je ne suis pas passé par la phase CFD, etc. Même si parfois, je vois des amis où on trade ensemble. Oui. Rien que la manière de calculer les lots, alors je rentre avec 0,10, 1, 50, bah j'arrive pas parce que pour moi, voilà, un lot Nasdaq, c'est 20 $ le point. 2 lots, c'est 40 $. Voilà, c'est vraiment la façon de calculer, un peu pas plus simple, mais voilà, c'est... Et donc, non, j'ai jamais fait de CFD, je suis arrivé directement sur les futurs. J'ai fait du carnet d'ordre. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop le changement, même si je suis jeune, voilà, non. La plateforme, c'est la même depuis 5 ans, donc je trade sur Atas, c'est pas de la pub, mais voilà. Non, le workspace que j'ai, donc le carnet d'ordre, c'est le même, ça a évolué avec le temps, mais moi j'ai gardé le même. C'est top, voilà. Parce que c'est là où j'ai appris la lecture du carnet et c'est sur ça que je reste. Et pourquoi le Nasdaq, pas forcément le Dow Jones ou des choses... Alors, très très bonne question. Parce que c'est vrai que le Dow Jones, il y a aussi des belles performances, il fait très belles performances. C'est la période. Quand je suis arrivé, c'était quelques mois. Alors quand j'ai commencé vraiment dans le trading, c'était quelques mois avant Covid. Donc c'était cette phase d'apprentissage déjà de comprendre qu'est-ce que c'est les marchés futurs, etc. Comment fonctionnent les banques centrales. Et donc toute l'écho qui tourne autour de la finance. Et après, quand j'ai commencé à trader, c'était le confinement. Et c'est là où j'étais sur les indices parce que c'est là où il y avait le plus de volatilité. Ah oui, c'est sûr. Et après, pendant les confinements, toute la tech a pris de la valeur. Donc c'était potentiellement le marché. Alors, je n'étais pas le plus facile. Alors, je généralise, mais il fallait acheter, fermer les yeux. Nvidia et tout, ça a explosé. Ça a explosé. Et c'est ce que j'ai tradé de cette période-là et je suis resté sur ça parce que j'adore la volatilité. On trade les futurs, on fait du scalping, donc on cherche des micro-variations. Quel que soit on a tort ou raison sur la tendance après, nous on rentre, on sort avant que le marché se retourne.
Et c'est quelque chose qu'on peut le faire sur le Nasdaq. Et t'es quelqu'un qui a peur du changement? C'est-à-dire que demain, si tu devais, je sais pas, Nasdaq, on va dire, disparaît, on sait que ça n'arrivera pas. On se projette qu'il disparaît. Est-ce que tu te verrais changer toutes tes habitudes et trader justement le j'aurais pas le choix, bien sûr. Par contre, je chercherais un peu la même chose. À refaire la même chose, connaître l'écosystème. Plutôt déjà volatile. Et après apprendre l'indice, parce que quand on traite sur le carnet, alors il y en a qui pareil, quand je parle vraiment c'est moi, donc il y en a qui peuvent trader 3, 4 indices, et je dis pas que c'est pas bien, non, au contraire, chapeau, limite je respecte, mais bien sûr. Moi je pars du principe, quand je trade le Nasdaq, je suis habitué à ces mouvements, c'est quelque chose où, alors c'est pas le feeling, mais sur ce côté technique, il y a une sorte de feeling un petit peu quand même avec l'actif. Voilà, c'est mon actif, je sais comment il bouge, entre parenthèses, faut prendre avec des pincettes, ce que je dis. Mais par exemple, je trade le S&P parfois pour montrer à quelqu'un, parce que le carnet il est moins volatile, comme on l'a fait ce matin, il bouge un peu moins rapidement. Et ben mes entrées, ils sont moins, ils sont moins précis que sur le Nasdaq, parce que voilà, c'est pas les mêmes excès, c'est pas les mêmes variations, etc. Le carnet il est beaucoup plus lourd, même sur la valeur de l'indice, un indice qui coûte et qui cote comme le S&P par exemple $6,000 sur les marchés futurs, il va pas bouger de la même manière qu'un indice qui coûte par exemple comme le Nasdaq à 22, on est à peu près à 22 000 aujourd'hui, parce que plus l'indice il est cher, plus il est volatile. Parce que l'indice, il se base sur un pourcentage. Quand on perd 1% de 6 000 sur le S&P, et quand on perd 1% sur les indices, sur un indice qui fait 22 000 ou 40 000, la variation, ça va pas être la même. Et donc, c'est ce qu'on essaie de chercher. Je dis pas, si on entend, on est débutant, on se dit, ah, ok, c'est top, tout ce que je vais chercher, c'est la volate. Faut vraiment faire attention aussi. Non, mais c'est bien. Voilà. Tu recommandes vraiment de démarrer, S&P 500. De démarrer, Moi, quand j'ai démarré, c'était les marchés obligataires. On faisait 3 ticks en 10 minutes. Après, je suis passé sur le S&P. Et du S&P, je suis passé après sur le Nasdaq. Et qu'est-ce que ça t'apporte de plus aujourd'hui, le scalping en carnet d'ordre, par rapport à peut-être à d'autres stratégies ou à d'autres façons de voir les marchés? Alors, personnellement, qu'est-ce qui te... Je reviens peut-être sur le bull run de la crypto, c'est déjà de dormir en étant que son argent, elle est chez le broker ou chez la pro-firme. Il n'y a pas une position qui tourne. C'est-à-dire, ça, pour l'instant, aujourd'hui, alors je parle quand c'est effet de levier, mais j'ai du mal à dire, ok, c'est le week-end, je suis à l'achat, tout se passe bien, on verra lundi. Ouais, voilà. Je pourrais pas. Ouais. Parce qu'on a un gap, etc. Où, ça retrace. En plus, alors on a l'impression, je sais pas si c'est une impression, il y a pas, je suis pas complotiste, mais j'ai l'impression que toutes les mauvaises news, elles arrivent le week-end. La guerre Ukraine-Russie, ça arrive le samedi. Non, t'as raison. Israël, quand elle bombarde Iran, elle attend samedi. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des positions. Crédit Suisse, quand elle fait faillite, on l'annonce le samedi. À cause des news du week-end le lundi. C'est quand même compliqué. C'est une manière de protéger ton capital. Voilà. Et cette manière, donc, de dire aujourd'hui, je suis gagnant. Quand je finis ma session, c'est que soit j'ai gagné, soit j'ai perdu. Ça bougera plus. Et surtout, ce que j'aime bien sur ce que je fais, en tout cas avec le price flow, donc la stratégie du carnet d'ordre et volume, c'est ce côté, on se base sur vraiment la technique. Et on n'oublie pas, mais on met un petit peu la psychologie, les émotions de côté. On n'engage pas trop ça, parce qu'on reste tous humains. Si on a une bonne psychologie, puis qu'on l'utilise à chaque session, et puis on appuie, à un moment donné, on finira par craquer, même si on est le plus... Oui, je sais. C'est pour ça qu'il faut plus engager la technique pour mettre un peu la psychologie pour les périodes où c'est vraiment dur, et c'est là où on aura besoin... Elle sera là au chaud, au frais, et c'est là où on aura besoin de cette psychologie. Donc tu veux voir ce que les vrais traders se partagent entre eux. On a un canal Telegram. Chaque jour, on y retrouve des lives pour trader ensemble, nos stratégies, des résultats. C'est un endroit qui est fait pour apprendre, progresser. Rejoins-nous dès maintenant, tu cliques soit dans la description ou directement dans les commentaires. Et comment le côté, le temps, comme tu le dis, c'est un élément clé un petit peu pour toi. Oui. Comment ça influence un petit peu tes décisions dans ton trading? Là, en faisant du scalping, la réaction, elle doit être faite d'avance. C'est-à-dire, quand j'ai une réaction sur mon carnet, je détecte par exemple mon point ou mon prix acheteur, mon prix vendeur, et mon biais, il est déjà prêt d'avance. Mon point d'entrée, j'attends juste une réaction, une confirmation sur mon carnet et rentrer. Donc, le temps, ça passe tellement vite que
tu peux pas réfléchir et dire tiens, alors est-ce que j'achète? J'ai un doute parce que là on rate le mouvement. Nous on cherche vraiment des micro-variations, donc on essaye pas de le mettre de côté, mais plus se focus sur les volumes et les réactions sur le carnet. C'est pour ça quand on a vu la stratégie ensemble, c'est plutôt des volumes. Alors je dis pas que le temps c'est pas bien, au contraire, le temps c'est super important puisqu'on a des rollovers sur les contrats futurs, ce qu'on disait ce matin, on a l'expiration des options. Quand on arrive sur, par exemple sur les 0 DTE le soir, on a le marché qui s'excite et là on commence à comprendre, ok, je comprends maintenant pourquoi vraiment 2-3 minutes avant, on a cette excitation sur les marchés où les algos commencent à exécuter les ordres, donc quel que soit on prend l'option et on passe en futur ou pas, et c'est ça qui ramène des variations. Et moi je pars du principe où même quand on scalpe, alors comprendre toute la finance, comme on disait tout à l'heure, il faut 1, 3, 4 vies, mais en tout cas essayer d'aller chercher toutes les réponses techniques sur les variations, les mouvements sur le marché. Donc pour toi, le scalping, c'est plus, pour ton avis à toi et ce que tu fais, plus une question de volume que de temps. Parce que souvent, tu sais, moi, dans ce que je fais et tout ça, c'est souvent, on me demande un scalp, combien de temps ça dure? Ta position, elle dure combien de temps? Tu vois, c'est un peu le notion. Alors moi, souvent, je parle en pips, un petit peu. Après, on peut parler en tick ou en points, c'est pas le problème. C'est qu'une notion. Mais comment tu pourrais estimer, toi, la période de temps de ta position? Ta prise de position et ta sortie, ça c'est quoi la moyenne un petit peu de ce que tu fais? Sans parler de volume. En fait, ça peut... sur les stops, ce qui est bien sur le Nasdaq, il est volatile. Quand on est dans le mauvais sens, on se prend un stop dans je suis gentil, peut-être 3-4 secondes après notre clic. Ouais, ok. Donc vraiment, c'est vraiment, on est dans le mauvais sens, on sort directement. Si on est dans le bon sens, alors c'est une fourchette, mais on peut avoir une position qui va durer 5-10 secondes. Okay. Et parfois, on peut monter jusqu'à, en tout cas, moi, personnellement, la plus longue et grosse scalp. C'est ça. Ça a peut-être duré 15 minutes et c'était affreux parce que... Ouais, 15 minutes quand même. C'est long. Après, on part... Alors, on est dans le bon sens, donc c'est bien. Mais les variations, quand on voit vraiment le volume qui commence à s'écarter, et là, on se dit, OK, le prochain retracement, il est plus de 10 points, il va être de 40 points. Donc, si le marché retrace 40 points et le dernier prix que j'avais détecté, il n'achète plus, donc j'aurais un manque à gagner de peut-être... Alors, je mettrais un stop encore plus bas que les 40 points, donc j'aurais un manque à gagner de 40-48 points. Maintenant, ce que je mets, c'est que je calcule sur le ratio, c'est-à-dire combien je peux aller potentiellement chercher pour mettre ces 48 points en manque à gagner. Si je regarde sur ma stratégie et mon scénario qu'il y a encore 150 points à faire à la hausse, là, ça vaut le coup. Même si 48 points, ça fait énorme. Donc, au final, tu t'en fous, toi, du temps. Ouais, que ça dure 1 minute, 30 secondes ou 15 minutes. C'est l'offre et la demande. Dès que l'acheteur va chercher le vendeur, dès que le vendeur il break et on passe sur un mouvement extended, mais c'est bien ce que tu dis, parce que c'est souvent, t'entends un peu les commentaires dans les vidéos. Ouais, ton trade il a duré 5 minutes, c'est pas du scalp, c'est n'importe quoi. Le scalp, c'est quelques secondes. Non, mais c'est bien, tu remets un peu les choses. Non, y a pas de, en tout cas, pour ma part, il n'y a pas de. Quand on scalp, c'est que on essaye de gratter ces micro-variations et puis je rentre avec un gros acheteur que je le vois accumuler sur le marché. Et il va aller chercher son vendeur parce qu'il va aller chercher la contrepartie. Pour acheter une grosse quantité, il faut un gros vendeur en face pour ne pas décaler le marché. C'est ça. Et nous, on va prendre cette variation. Et donc, il y a des variations sur des marchés volatiles où ça dure même un trade gagnant en 10 secondes. Ouais. Et il y a parfois sur des marchés lents, ça peut durer 5 minutes. Donc, le temps, c'est pas... Pareil, le nombre de ticks de stop. Il y a des scalps où je rentre sur le Nasdaq, je fais à moins 4 points de stop. Il y a des trades où, avec l'excès que le carnet m'a donné et puis les absorptions sur le carnet, donc sur les side prints, ça me donne 7 points de stop. Donc, il n'y a pas une règle fixe. On s'adapte au marché, ce qu'il nous donne. Je ne suis pas le genre de personne, quand j'arrive, je dis, moi, je prends un stop fixe à 10 points ou à 10 points ou 15 points par trade. Non. Donc, ta stratégie, en fait, elle n'est pas fixe. Voilà, elle s'adapte. C'est ça. Au marché, aux journées volatiles, moins volatiles. Voilà. Si j'ai une journée moins volatile et puis le Nasdaq du bas en haut, ça arrive, c'est arrivé l'année dernière quand c'est tellement calme et quand il fait une très belle journée, il nous fait 30 points de variation. Je ne vais pas venir et mettre 10 points de stop sur chaque trade. Si je me prends 3 trades, je dépasse limite la variation de l'indice le jour même. Donc c'est pas... Non. Et c'est quoi un peu ton setup préféré? Les breakouts. Ouais. J'adore. Que tu m'as parlé ce matin. J'adore. Je déteste les ranges. Je pense comme un peu tout le monde. Il y en a qui l'aiment, ils aiment bien. Hein.
Ah, ils aiment les cassures de range et tout ça, ouais. Mais moi, les break-ups, j'adore. Quand ça décale, surtout avec les Américains. Je vois des étoiles dans les yeux. Quand ça décale, puis on voit que le vendeur, il se retire ou l'acheteur, et le marché part. Et là, c'est top. Tu te régales. Là, il y a tout qui saute, les stops qui se déclenchent, et là, on est dedans, on surfe. C'est magnifique. C'est une sensation, voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, là, maintenant, au bout de 5-6 ans, bientôt, qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans l'aspect stratégie? Ça serait quoi que tu pourrais améliorer, là, si tu devais te regarder, faire une expertise de ce que tu fais tous les jours, ça serait quoi? Moi, je suis de base quelqu'un où je suis jamais satisfait. Je suis reconnaissant de ce que j'ai, de ce que j'ai pu accomplir avec le temps, mais je suis jamais satisfait dans le bon sens. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je me regarde, pour être honnête avec toi, et quand je parle avec moi-même, j'ai beaucoup de défauts, j'ai beaucoup alors pas des problèmes, mais beaucoup des failles, entre parenthèses, techniques, que j'essaie de les corriger et de plutôt avancer. D'ailleurs, par exemple, comme sur la gestion de fonds, ou d'essayer d'aller chercher, alors anticiper, on n'anticipe pas le marché, mais en tout cas calculer la probabilité sur un indice qui peut aller sur 2-3 semaines sur un mouvement haussier. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre la décision à la légère. C'est vraiment, il faut faire beaucoup de recherches, il faut regarder beaucoup de data, et se dire, OK, là, j'ai une probabilité de 85% que mon Nasdaq il va aller chercher ces 1000 points. Donc voilà, je regarde après mon win rate, mes ratios, etc. Sur quel setup je suis le plus rentable. Et c'est à partir de là où je rentre sur la position. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Donc j'ai des défauts un peu sur la vision moyen-long terme sur le marché. T'as déjà demandé à quelqu'un de... Alors là, je me forme. Parce que j'ai jamais... Alors d'ailleurs, sur les 5 ans, j'ai jamais arrêté de me former. Je suis quelqu'un, j'ai jamais honte de dire je sais pas. Et surtout, j'ai pas honte d'aller voir quelqu'un. Demain, j'ai une question. Je vais pas dire non, si je pose à Seb la question, je vais passer. Non. Si demain, je regarde et je vois qu'il y a quelque chose dans ton setup qui m'intéresse, prépare-toi que je vais te saouler, donc j'ai pas compris pourquoi tu fais ça. Bien. Je te lâcherai pas. Je suis quelqu'un qui avance, donc je fais beaucoup de formations. Là, je suis plutôt... alors, j'avance sur les options, parce que c'est quelque chose qui est très lié avec la finance d'une façon générale, et surtout avec les marchés futurs. Et j'ai du mal. C'est quelque chose de très compliqué. Pour ma part, en tout cas, quand je commence là au début. Mais c'est comme tout, en fait. Le cerveau, il faut juste lui donner le temps et la pratique. Être entouré des bonnes personnes, ça aide. Je connais Nicolas, plusieurs personnes qui étaient des anciens professionnels, donc quel que soit, alors on peut peut-être nommer des banques, mais voilà, c'est chez l'ASG, Goldman Sachs, etc. Donc même si c'était pas des traders, on n'a pas de code d'affiliation, c'est juste des noms, voilà. Donc j'ai de la chance de côtoyer, et puis je pense que c'est des personnes qui ont ce feeling. Quand il y a une personne qui vient vers eux, qui commence à poser des questions, ça leur peut-être rappelle un peu leur début, puis on me prend un peu sous l'aile et dit OK, tu sais quoi, allez, je les appelle parfois. Alors il y a des formations qui sont payantes où je les fais et je les fais encore, et parfois t'hésites pas, quoi. Voilà. Il y a des gens me disent tu sais quoi, on se fait un call Zoom, je prends 1h30 de son temps, je dis je te règle, il me dit mais non, ça m'a fait plaisir, au contraire, donc ça fait plaisir. Non, mais j'en ai parlé avec Nico, parce qu'on l'a vu ce matin, et il m'a dit que t'étais vraiment demandeur d'apprendre, et que t'avais déjà fait pas mal de formations, t'avais fait pas mal de stratégies aussi, et que t'as pas envie de t'arrêter, quoi. C'est vrai qu'on a... Non, j'avance. Et tu transmets aujourd'hui, en plus. Bien sûr. Donc, j'adore. Ça se voit, je suis peut-être un peu plus pipelette, mais j'adore quand on parle finance. Alors, à la base, dans la vraie vie, je suis quelqu'un vraiment de très discret et timide. Mais dès qu'on parle finance, t'es pas quelqu'un qui, dans ta famille, tout ça, va parler non, de ce que tu fais aussi, quand même. T'arrives à te faire comprendre, parce que c'est vrai que c'est compliqué parfois. Ça m'a ramené quelques remarques que j'ai évité depuis. J'ai évité depuis. C'est des remarques. C'est pas méchant. C'est pas méchant, mais c'est vrai que quand on parle, par exemple, PNL, et je dis tiens, j'ai fait un cash out de X somme, on me dit c'est quoi là où j'ai gagné aujourd'hui, j'ai clôturé ma position et j'ai gagné par exemple 1800 ou 2000 $. On me dit mince, ça c'est mon salaire en un mois, ça c'est dégueulasse, parce que tu moi sens un peu pas de jalousie, mais un peu de c'est ça, c'est pas directement contre moi, mais un peu contre ce système réaction, contre le système. Mais moi, j'ai pris des risques. J'ai quitté un job qui me payait super bien. Ouais, c'est ça.
j'ai pris un risque. Si je me suis planté, alors je pourrais reprendre un travail, mais j'ai quand même fait. Mais tu t'es dit, voilà, j'ai rien à perdre. De toute façon, dans tous les cas, j'ai les compétences. J'ai un bon job. J'essaye les marchés financiers. Si ça fonctionne pas, comme tu as dit, je reviendrai dans mon job au pire. C'est ça. Je sais que je suis bon dedans, que j'ai du boulot en plus. Donc c'est bien, tu t'as pris des risques. Je me donne à fond. Je me dis comme ça, quand je fais les choses, même si ça marche pas, j'aurai aucun regret. J'avais pas envie d'arrêter le trading et dire, par exemple, comme plusieurs personnes, c'est pas une critique, mais dire, j'ai arrêté parce que j'arrivais pas à tilter, ou voilà, c'est pas une excuse. Moi, j'arrive pas à comprendre voilà, je voulais me dire, je vais donner à fond, je vais essayer de développer une stratégie, une façon de trader. Ça va être backé donc que sur des datas et ça finira normalement par fonctionner. Ça, c'est sûr. Et l'avantage aujourd'hui avec le ProFerm, comme on disait au début, c'est qu'on n'a pas de compte à rendre. On paye. Il y a entre les ProFerm. Alors, il faut respecter les règles, bien évidemment. Les ProFerm, maintenant, aujourd'hui, je dis pas qu'il faut rentrer avec 10 lots dans son PA et puis voilà, augmenter. Non, il faut trader aussi, donc suivre son money management. Mais le lien entre ProFerm et trader particulier, c'est la carte bancaire. Si tu payes, t'as un PA, sinon c'est tout. Il va pas te dire pourquoi t'as perdu mon PA, parce que non. Et en plus, ils nous disent sur le contrat que on est sur de PA funded ou des comptes directs, mais c'est en dément au temps réel. Donc à aucun moment notre argent il passe en réalité sur le marché. Donc c'est un jeu où on vient une centaine de personnes, chacun pose 10 €, et puis on a 2-3 qui vont prendre la totalité de la somme. Et le reste, ils sont perdants. Mais c'est ça, il faut faire partie des gagnants. C'est ça, Et est-ce que tu te vois plus tard arrêter de trader pour toi en ProFerm et faire que de la gestion de fonds, ou tu as besoin de l'équilibre aujourd'hui pour... Alors, comment tu te vois dans l'avenir, un peu dans 10 ans, 5 ans? Le faire sur une petite partie de la gestion de fonds. Et s'éloigner tout doucement des ProFerm, c'est encore, parce que je suis encore dedans, mais c'est une très belle expérience. C'est quelque chose qui m'a permis de trader. C'est un bel effet de levier, en tout cas. C'est un bel effet de levier. Sans les ProFerm, j'aurais à aucun moment pu mettre de l'argent. Même si j'avais mis 5 000 ou 10 000, je les aurais cramés, entre parenthèses, à mes débuts. Que là, aujourd'hui, une éval ou un PA de ProFerm nous coûte 200 $. Certes, on paye avec notre carte 200 $. Mais la marge sur le marché qu'on a, je pense que les plus petits comptes, ils sont à 2500 $, 1000 $ de drawdown. Donc l'effet de levier, il est quand même beau. Donc au lieu de mettre 2500 et les perdre, je vais mettre ces 2500, je peux les mettre sur plusieurs fois 200, plus 200, plus 200, et ça me fait plusieurs comptes et ça finira à un moment donné par payer. Donc moi, je trouve que les ProFerm, c'est un... Même si on l'entend aujourd'hui, il y a des problèmes, quel que soit sur les CFD. Alors, il n'y avait pas des problèmes sur les ProFerm futurs. Aujourd'hui, il y a eu quelques clôtures des ProFerm, etc. Donc, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Ça fait un peu peur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et je pense que par rapport au risque, comme tu dis, que tu prends, je pense que ça vaut quand même le coup. Dommage, je serais peut-être... j'ai eu quelques petites sommes avec des ProFerm qui ont fermé, c'était pas non plus grave, c'était pas des grosses sommes. Ça ferme, et puis voilà, du jour au lendemain, on t'envoie un email, on dit c'est fini. Ton cash out, il est dans une semaine. Mais ça fait pas mal. Parce qu'on avait payé que, certes, l'argent, on l'a fait, mais j'avais payé que 200 ou 300 $ pour pouvoir trader. Maintenant, si je mets 5000 chez un broker et le broker, il ferme, là, ça fait mal parce que c'est vraiment les 5000 qui sont partis. Et est-ce que tu sens un peu plus de pression maintenant? Maintenant que tu trades, commences à gérer un peu des portefeuilles. C'est vrai. Tu sens un peu la pression quand même. Elle est différente. Alors, c'est dur dans le bon sens, bien sûr, mais oui, il y a beaucoup plus de pression. Ça, c'est plus. Tu le sens dans tes décisions un peu quand même, C'est plus de cette manière où j'arrive, le scalping, je le fais depuis 5 ans. Je viens, j'ai mon plan, je fais ça. Si ça passe, c'est bon. Si ça passe pas aujourd'hui, j'ai calculé par rapport à la variation, j'aurai moins 20 points, moins 30 points de perte. Qui me fait un lot, par exemple, moi c'est 100 $, donc j'arrive, je sais que combien je vais perdre si mon plan ne passe pas. La gestion de portefeuille, c'est... par rapport à un ProFerm. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus stressant. Déjà, premièrement, sur le côté technique, où pour l'instant, j'essaie un peu de trouver comment je peux anticiper. Alors, anticiper, mais calculer la variation d'un marché sur X temps. Et moi, comme on disait, sur ma façon de trader, je trade le volume. Donc là, je pars sur autre chose que je fais pas. Et surtout, la pression des clients. Et puis, le fait de ne pas
vouloir de se voir des personnes où je commence de zéro et on me fait quand même confiance. Oui, c'est ça. T'es capable de le faire, on t'en confie une belle somme pour trader. Et puis en plus, c'est des copains, je ramène beaucoup de clients, des connaissances, etc. Et on va commencer ça, t'es capable de le faire. Rien que, même si dans le contrat, on se prend le drawdown, c'était prévu d'avance, donc il n'y a pas... Donc le client, il va rien dire, parce que voilà, c'est la perte. En signant le contrat, c'est ça. Une clause en bas, c'était en signant ce contrat, les 20% sont déjà perdus. Donc voilà, comme ça, la personne, quand elle signe, dit ça, les 20%, c'est perdu. Voilà, il a mis 100 000, il sait que déjà... Voilà, les 20%, ça y est. Voilà, mais même si on les touche, et ben, cette déception, même si la personne, mais c'est pas grave, c'était prévu de toute façon. On a prévu 20%, t'as perdu 20%, il n'y a rien de grave. Parce que le contrat a été respecté, mais bah ça, j'ai pas envie de le dire. Au fond de toi, t'as pas envie d'avoir ce coup de fil avec le client ou cet entretien avec le client et lui annoncer que t'as perdu. C'est quelque chose où je veux vraiment développer, aller beaucoup plus loin, donc pousser encore plusieurs objectifs que je mets en place. C'est quoi un peu tes objectifs, sans dévoiler forcément l'intégralité des contrats avec tes clients, mais c'est quoi les objectifs un peu que tu fixes avec tes clients en termes de rendement alors là, on est sur une année, tu vois, une estimation un peu. On essaie de garantir plus ou moins 10%. Alors garantir, c'est-à-dire si on fait pas, on va se retourner contre nous, mais on essaie de faire en moyenne 10% par an. Ce qui reste bien. C'est un peu moins d'1% quoi, par mois. Ouais. C'est ce qui reste bien. Après, un PEL ou autre. Sur du moyen long terme, ça reste un petit peu compliqué de le faire si on rajoute pas le côté spéculation avec une toute petite partie du capital. Et t'as des clients des fois quand même qui te disent voilà, moi je suis prêt à on y va quoi, on charge, voilà, je suis pas là pour rigoler quoi. On a des anciens contacts, des personnes que je trade avec eux qui me suivent, etc. Et là, quand on a fait le contrat, ils me disent mais attends, tu passes quand sur le Nasdaq? Non mais c'est bon là. Me dis pas allez, tu vas pas te. Je dis non, pas pour l'instant. On va commencer tout doucement. On va essayer de faire un matelas et après on va prendre un pourcentage de ce matelas pour mettre sur la spéculation, etc. Et on touche plus au capital. Voilà. Comme ça. Et là, on sécurise tout parce que on n'a pas cette pression. Et je pense pareil. Donc je reviens d'une expérience de vie personnelle. C'est que le fait où je me suis dit, j'ai de quoi vivre grâce au peu que j'avais encaissé sur la crypto, j'ai de quoi vivre pendant X temps, donc je peux apprendre le trading. Et je le fais et ça m'a pas stressé. Que malheureusement, j'ai croisé, j'en ai tradé avec plusieurs personnes. Et il y a des personnes où malheureusement, soit ils sont au chômage, mais ça reste 3 mois avant la fin de leur période de chômage, etc. Et donc ils se mettent la pression. Donc il n'y a plus de temps. Et malheureusement, on n'arrive pas. Ouais, ça arrive. C'est l'échec. Là, c'est la même chose. Je mets un matelas, je gagne du temps. Pour pouvoir on va dire que tu ne te laisses pas influencer par le client. C'est ça, non. C'est toi le capitaine du bateau. Non, c'est ça. Tout se passe bien quand on gagne, mais quand on perd, c'est le seul responsable, c'est moi. Je ne vais pas dire, ouais, mais c'est toi qui m'as dit de faire. Mais non, voilà. Donc, moi, je t'ai demandé de faire ton travail. Donc, sur ce point, non. Et c'est quoi les variations de commission de ce que tu peux toucher par rapport à ce que tu vas faire gagner à ton client, une moyenne, frais de gestion sur l'entrée et une sortie à peu près dans les 1,5% et 15% sur Ligue 1. Ça, on s'aligne un peu avec les grosses institutions, etc. Ok. Donc c'est bien, on a des tickets, alors on va voir, on n'a pas encore fixé ça, mais il y a aussi des sommes des tickets d'entrée, je crois que c'est pas moins que 50 000 ou un truc comme ça. Et c'est en général, c'est quoi les investisseurs qui font appel à vous un petit peu pour l'instant? Alors, on a beaucoup de... Alors, c'est des entrepreneurs. C'est des entreprises ou des particuliers aussi, quand même. Un peu moins. Il y en a qui ont vendu leur société. Donc, ils ont monté des boîtes, alors sur plusieurs domaines. Et en fait, ils vendent leur boîte, puis ils veulent investir un peu leur argent. Et les plus gros, c'est eux qui font la gestion. Et puis, donc, s'il a un client qui va lui donner, par exemple, 1 million à gérer, par exemple, lui, il va prendre 500 et il va le reste le splitter sur plusieurs personnes, comme ça voilà, il se hedge au cas où lui il n'est pas dans son assiette, voilà, dans sa stat, dans sa stratégie, etc. Et on le hedge derrière. Donc les plus grosses sommes, ça vient de ça. Ouais, c'est intéressant. Donc c'est vrai qu'il y a toujours le côté diversification. Ouais. Voilà, c'est pas la même compagnie, le même trader qui va trader tous les fonds. C'est ça. Et nous, pareil, avec Nicolas, on est spécialisé, c'est-à-dire, on n'a pas
un jour, je vais trader, je sais pas, Nvidia. Demain, je vais trader le marché obligataire. Après, demain, non. On est vraiment on essaie de se spécialiser sur des secteurs, sur des indices, qu'on arrive bien à les gérer, qu'on les comprend, qu'on arrive à les analyser. Donc, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Mais comment vous faites un peu pour inspirer confiance aux clients? Comment c'est la démarche de personne vient vous voir, je vais te donner 100 000, je vais te donner 200 000. Comment vous faites pour instaurer un peu le climat de confiance un peu? On a fait une période de test. On s'est dit, voilà, c'est compliqué aujourd'hui d'aller, en tout cas moi, Makram, comme ça, je vais aller voir quelqu'un, je vais dire, donne-moi de l'argent à trader. Voilà, il y a beaucoup de fonds, il y a beaucoup de professionnels, etc. Ils vous demandent pas un track record, des choses comme ça, un petit peu, on a fait, des datas un peu. On a donné les datas, donc ça, c'était la base. Il y avait honnêtement, il y avait quand même cette hésitation. Ok, c'est bien, mais voilà, ok, c'est top. Et là, on s'est dit, ok, testez-nous sur 1 an. On va pas faire sur une journée ou sur 3 mois ou sur 3 jours. On est sur 1 an. Oui, ça, voilà, on est vraiment lisse. On a fait le test sur 1 an. Une fois qu'on l'a fini en décembre, on a clôturé le bilan. Il nous a dit, ok, là, c'est parti pour 2025. On est dedans. Et tu as une approche différente avec un gros capital, un moyen capital ou quelqu'un qui dépose que 10 000, je sais pas, 50 000. C'est quoi le minimum un petit peu, on va dire? Alors, je crois que c'est ça, de mémoire, je crois que c'est 50 000 le minimum. Et tu gères de la même manière que quelqu'un qui va te donner 1 million? Ouais. Nous, on les gère pas. Donc, c'est les personnes qui gèrent les fonds, c'est eux on voit en fait les sommes regroupées directement. Ok. Et nous, on a juste le pourcentage sur le capital. C'est ce qu'on regarde. On fait les entrées au début. Comme ça, il n'y a pas au milieu qu'ils arrivent de l'année. Et puis on trade. Pour nous, c'est un seul capital, un seul client. Voilà, mais tu gères ta stratégie, toi, Profirm. C'est la même stratégie que tu emploies quand tu gères tes fonds, c'est ça? C'est ça, sur les volumes, sur du moyen long terme, mais c'est la même chose. Change pas ta stratégie, c'est vraiment la même. C'est vraiment la même chose, d'aller chercher des volumes beaucoup plus loin, avec des probabilités. C'est quelque chose que je reste quand même, que je travaille en tout cas dessus pour l'instant, mais qui... Tu penses que c'est un bel avenir, ça, la gestion de fonds comme ça? Ouais, je pense. Ouais. L'argent, moi, je viens d'un milieu très modeste, voire dans ma jeunesse, et j'avais pas... En fait, pour moi, l'argent, c'était... Je voyais ça que les autres, ou que dans les films, où c'est peut-être réaliste. Non, je pense pas. Non, c'est impossible. Dis pas... voilà, on s'achète des sacs, on s'achète des choses à 100 000, à 200 000, mais je travaille 5-6 ans. Et là, quand je commence à rentrer un peu et plus avancer dans la finance, il y a beaucoup d'argent. Et c'est ce que tout le monde nous dit quand on commence un peu à faire des démarchages avec des clients. C'est que l'argent, il y a de l'argent, mais il y a de moins en moins des bons traders. Ah oui. Et en fait, eux, ils cherchent vraiment quelqu'un de confiance. Et s'ils arrivent à vraiment avoir et à trouver cette personne, je pense que l'argent, après, c'est là. C'est vraiment, limite, on arrive à un moment, on se dit, on l'a pas encore, on est très très loin, hein, mais on arrivera peut-être un jour à un moment, on se dit, non, on ne prend plus, parce que là, pour rentrer sur le marché, ça y est, on va passer sur, il faut rentrer avec des algos, parce qu'on est très lourd, etc., on va nous voir, donc voilà. Donc, et tu penses que, par rapport à la question que je vais te poser, est-ce que tu penses que voilà, l'intelligence artificielle, tout ça, elle peut, tu penses... Bien sûr. Alors, soit nous aider en tant que trader, ou est-ce qu'elle peut nous remplacer, tu penses, un jour ou l'autre? Alors, nous remplacer... Voilà, ton avis personnel, évidemment. Je pense pas. L'intelligence artificielle, alors, avant même de l'arrivée au grand public, ça existait déjà, dans les fonds. C'est ça. Donc, c'est ce qu'ils utilisaient, c'est les algos, c'est les algos de BlackRock, on entend le Aladdin, la légende, etc. Alors, c'est beaucoup plus performant aujourd'hui avec l'IA. Moi, je pars du principe que moi, personnellement, en particulier, ce que je peux faire aujourd'hui grâce à l'IA, j'imagine une très grosse baleine de la finance, qu'est-ce qu'elle peut faire avec l'IA. Donc, je pense que oui, c'est là où on doit s'adapter d'ailleurs sur les variations. Je pense que quelqu'un... alors, c'est de la logique, c'est pas de la critique, mais déjà, je le prends d'une façon de passage des années 2000 sur le PIT à la créer, ou au trading Internet, c'est-à-dire distanciel. Là, on a perdu beaucoup de traders. On a perdu beaucoup des gros, beaux traders qui étaient sur le pit, qui arrachaient tout. Et le lendemain, on passe sur un ordi. Le mec, il se trouve tout seul. C'est fini. Voilà. Et je pense que l'IA et l'évolution sur le marché, pareil, si on ne s'adapte pas, on va être mis de côté. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, il faut toujours apprendre, il faut toujours avancer, s'adapter au marché. Et ne pas se dire non, c'est comme ça, donc c'est comme ça. Et toi, maintenant, avec le recul,
est-ce que tu confierais justement une partie de ton capital à un trader? Alors là, tu te mets à la place de tes clients, voilà, qui te donnent des fonds pour les faire performer. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu serais capable, si tu connais un très très bon trader, hein, avec de belles performances, est-ce que tu serais capable de lui donner des fonds et de lui faire confiance? Parce que c'est ce que tes clients ils te demandent. Mais toi, si tu étais dans l'autre côté, est-ce que tu arriverais à confier des fonds ou pas? Sois honnête. Hein, je connais quelques très beaux traders. Est-ce que tu as déjà pensé le pourcentage de confier des fonds un peu pour diversifier, évidemment, avec tes performances pro firme, les performances que tu fais en fonds aujourd'hui avec tes clients? Est-ce que tu as pensé à cette troisième solution de confier des fonds à quelqu'un de différent de toi, mais qui fait des belles performances, et pour te diversifier un petit peu? Je pense que oui, je le ferai. Je ferai plus attention, parce que c'est le stress de dire c'est pas moi qui gère, donc c'est pas moi qui contrôle. Je connais beaucoup de monde, beaucoup de traders, mais quand je fais la balance, je connais peu de... Alors, je dis pas que les autres, ils sont pas bons, mais je connais peu de bons qui sont vraiment... qui durent sur plusieurs années sur le marché. Et parfois, je voyais des personnes que j'admire encore, hein, c'est humain mais qui finissent par faire des choses, on se dit, mais alors j'aurais tout parié, sauf sur cette personne qui aurait vrillé de cette manière. Et là, ça fait des petites piqûres de rappel de dire, on n'est pas à l'abri demain. Là, je sais pas, une très mauvaise passe dans la vie perso, où la vie fait que on décale, on passe un peu de côté obscur quand on commence un peu à trader, puis on rentre quand même dans ce domaine où c'est plus on rencontre les clients, on fait un peu la fête, etc. Donc tout doucement on va de très loin, et puis ça peut jouer vraiment sur la psychologie. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de garder les pieds sur terre, ne pas dans mes objectifs en tout cas, mais c'est de ne pas très rapidement changer mon train de vie. Pourquoi? Parce qu'après, si je fais une perf sur 2, 3 ou 6 mois qui est plutôt intéressante, je vais pas passer sur une maison à 100 mètres carrés plus grande, le double, ou une voiture, parce que je vais me bloquer sur ce rythme de vie. Et si je fais pas la même perf que je l'ai faite que sur une toute petite période de 3 mois ou de 6 mois, là, je vais vivre un petit peu sous le stress, et c'est un point, encore une fois, que j'ai pas envie de... donc moi, je pense, il y a beaucoup de facteurs. Le côté des bons traders, il y en a partout, mais ceux qui durent dans le temps, moi, je dis peut-être là, aujourd'hui, ok, je suis encore à fond, donc je peux continuer, mais peut-être aussi dans 3, 4, 5 ans, à un moment donné, j'arrive, je dis, soit j'arrive plus, ou soit c'est trop de stress, etc., et puis j'arrête tout. Mais tu te projettes un petit peu là-dessus? Non, pour l'instant, non, je me vois pas. Tu te laisses aller, et tu te dis pas dans 10 ans, 15 ans, est-ce que je traderai encore? Je me vois pas du tout. Moi, je suis quelqu'un où j'ai pas, quand je suis en vacances, je suis en petites vacances, quoi. Je vis. C'est le matin, c'est le soir, c'est les films de la soirée, c'est Big Short, c'est Margin Call, c'est vraiment, je vis de ça, je respire de ça. Mon Instagram sur l'algo, il a vraiment compris que j'étais à fond dans le trading, donc j'ai toujours des actualités, des publicités sur le trading, etc. Qui sont plutôt marrantes. Il y en a qui sont vraiment ça c'est un sujet, mais je fais ça H24 et j'adore. Pour l'instant, je me vois pas est-ce que tu pourrais donner aux personnes qui vont nous regarder deux qualités chez toi, on va dire chez toi ou dans ton trading, que des personnes pourraient prendre comme exemple? C'est lesquelles les deux plus importantes aujourd'hui dans ce domaine, ce que tu t'es rendu compte, quoi? Alors, si on traite les pro firmes, c'est plus engager la technique avant la psychologie. Même si ça peut... Il y en a qui vont peut-être râler et dire non, c'est pas normal. Pour moi, parce qu'on calcule tout d'avance. On sait que notre marché, pour donner un exemple, il va varier de 50 points. Je vais donner 30 points de stop pour aller chercher ces 100 points. Donc, mon ratio 1/3 par rapport à mon win rate, à mon profit factor, etc. Donc, tout, c'est des datas qu'on a déjà, qui peuvent plus ou moins définir la journée. Et
pour revenir maintenant sur le point le deuxième, c'est moi je suis quelqu'un, alors je remplis pas des fichiers Excel pour traquer mes data, je suis quand même un petit peu feignant sur ce point et je suis pas régulier, mais il y a beaucoup de logiciels aujourd'hui qui peuvent traquer automatiquement et moi je pense que c'est quelque chose qui est très très négligé aujourd'hui, de traquer ces data, mais c'est la base de la base, parce que c'est là où on va se rendre compte de ce qu'on fait bien et de ce qu'on fait mal. Et parfois on arrive sur un stade où on peut plus aller chercher une plus grosse perf. C'est-à-dire, on va voir que voilà, sur l'indice qu'on trade, quand je suis bon ou des bonnes journées, on fait une moyenne de 0,8, 1%. Demain, alors si je double pas ma taille ou je triple pas ma taille, demain je peux pas aller chercher 3-4% avec la même quantité. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher dans mes datas, voir maintenant où je perds de l'argent et aller essayer de supprimer ces pertes. Ouais, c'est ça, ouais. Et en supprimant les pertes, le PNL et la perf va augmenter sans aucune prise de risque. Donc ça, c'est traquer ses datas aussi. Donc c'est deux... c'est vraiment le conseil que tu peux donner, traquer surtout ses datas. Voilà. Et se donner à fond, faire les choses bien, pour, si ça marche pas, qu'on le regrette pas. T'as pas de regret, voilà. J'ai bien fait les choses, c'est pas fait pour moi, c'est normal. Hein, moi, j'aurais bien aimé peut-être, je sais pas, être comme Kylian Mbappé, je peux pas, c'est pas fait pour moi. C'est comme ça, voilà. C'est pas... Donc il faut vraiment... Dans le training, il faut vraiment savoir s'arrêter. C'est ça aussi qui est très compliqué et très fort et qui peut nous sauver, c'est de savoir s'arrêter. Certaines situations. En tout cas, merci à toi. Et puis, je te souhaite bon courage et de la réussite, surtout dans tout ce que tu vas entreprendre. Merci, Seb. Allez, ciao la team. Comme vous l'avez vu, Makram a développé une stratégie de scalping juste exceptionnelle. Vous ne savez peut-être pas encore, c'est qu'il a tourné une vidéo complète à mes côtés et dans lequel il démontre sa stratégie en direct. Pas à pas, avec ses propres setups, ses zones, ses entrées précises. Tu vas cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo ou tu cliques sur le premier commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo.